Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une étude médicale qui vient vraiment bousculer les idées reçues sur une maladie cardiaque très complexe. C'est une histoire qui parle d'un double diagnostic et surtout d'une intervention qui pourrait bien tout changer pour les patients. Alors, on va commencer par une question qui peut sembler un peu paradoxale. À quel moment est-ce qu'une opération du cœur, censée sauver une vie, peut être jugée inutile? C'est le dilemme un peu fou auquel les médecins ont longtemps fait face, et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre tout l'enjeu, il faut imaginer le casse-tête. Devoir traiter non pas un, mais deux problèmes cardiaques graves qui en plus apparaissent souvent en même temps chez les personnes plus âgées. Pour que ce soit bien clair, il faut imaginer deux soucis bien distincts. D'un côté, on a ce qu'on appelle la sténose aortique. C'est un problème de porte en quelque sorte. La valve principale du cœur s'ouvre mal et le sang a du mal à sortir. Et de l'autre côté, on a l'amylose cardiaque, et là c'est un problème de muscle. Le cœur lui-même devient tout rigide, tout faible à cause de dépôts de protéines. Deux maladies différentes pour un seul cœur. Et attention, ce n'est pas juste quelques cas isolés. Non, ce qui est fou, c'est qu'on estime que ça touche jusqu'à 16% des patients âgés qui ont une sténose aortique sévère. C'est-à-dire que beaucoup de ceux qui auraient besoin d'un remplacement de valve ont aussi ce deuxième problème. Et c'est exactement ça, le double péril. Quand on combine une valve qui bloque et un muscle qui fatigue, eh bien forcément la situation devient beaucoup plus dangereuse. Historiquement, pour ces patients, le pronostic était vraiment plus sombre. Et c'est là qu'on en arrive à cette fameuse question de la futilité. Parce que pendant très longtemps, dans le milieu médical, l'idée générale c'était que ça ne servait peut-être à rien d'opérer. On était très sceptique. Voyons un peu pourquoi. Ce doute, on le retrouve noir sur blanc dans les études de l'époque, comme celle-ci. En gros, ça dit que pour les patients qui avaient les deux maladies, on se demandait vraiment si changer la valve allait avoir le moindre impact positif. Le doute était bien réel. Et le raisonnement derrière ce scepticisme, il se tient en fait. C'est une question de bon sens. À quoi ça sert de réparer la porte d'entrée si les murs de la maison sont en train de s'effondrer? Pourquoi s'acharner sur la valve si le muscle lui-même, la structure du cœur, est déjà très abîmée? Sauf que la science a avancé. De nouvelles données sont arrivées et ont tout changé. Alors, comment cette nouvelle étude a-t-elle réussi à apporter une réponse claire à cette question qui traînait depuis si longtemps? Leur arme secrète, si on peut dire, c'est ce qu'on appelle une méta-analyse. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simple. Au lieu de refaire une petite étude dans leur coin, les chercheurs ont pris toutes les études sérieuses déjà publiées sur le sujet, ils ont mis toutes les données en commun et ils ont analysé cet énorme volume d'informations. Forcément, la conclusion est beaucoup plus solide. Et avec cette super analyse, ils voulaient répondre à deux questions très simples et directes. Premièrement, est-ce que ça marche? Est-ce que la procédure de remplacement de valve, le TAVI, fait mieux que de juste donner des médicaments? Et deuxièmement, est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'on prend plus de risques en opérant ces patients qui sont déjà si fragiles? Alors, le verdict, accrochez-vous, parce que les résultats viennent complètement dynamiter les anciennes croyances. C'est une toute nouvelle réalité qui se dessine. Juste pour qu'on soit bien d'accord, on compare quoi exactement? D'un côté, le TAVR. C'est une technique moderne, peu invasive, où on remplace la valve en passant par les vaisseaux. De l'autre côté, le traitement classique. Des médicaments pour gérer les symptômes, mais qui ne réparent pas le problème de valve. Alors qui gagne le match? Le résultat le plus spectaculaire de l'étude, il tient en un seul chiffre. Un tout petit chiffre, 3. Mais 3, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle en médecine le nombre de sujets à traiter. Ça signifie qu'il suffit d'opérer seulement 3 patients avec cette technique du TAVR pour éviter un décès par rapport au traitement médicamenteux. C'est tout simplement énorme. Ça montre un bénéfice de survie absolument majeur. Ok, c'est très efficace. Mais est-ce que c'est plus risqué? C'est la question logique qu'on se pose. Eh bien la réponse, et c'est ça qui est assez fou, c'est non. Quand on regarde les risques de complications graves, comme un AVC ou une hémorragie importante, ils sont très faibles et quasiment identiques que les patients aient les deux maladies ou une seule. Bon, il faut être tout à fait transparent, il y a quand même une petite différence notable. Les patients qui ont les deux problèmes ont un peu plus souvent besoin d'un pacemaker, un stimulateur cardiaque, après l'opération. Ce qui, en y réfléchissant, est assez logique, puisque l'amylose peut aussi toucher le circuit électrique du cœur. Alors pourquoi est-ce que tout ça c'est si important? Eh bien parce que ça change radicalement la perspective. On passe vraiment de l'idée de « ça ne sert à rien » à un message d'espoir immense pour ces patients. D'ailleurs, la conclusion de l'étude ne laisse aucune place au doute. Ils l'écrivent noir sur blanc: notre analyse rejette cette hypothèse de futilité. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est basé sur des preuves solides, fin du débat. Donc, si on doit retenir l'essentiel, c'est quoi? Premièrement, le TAVR sauve des vies, et pas qu'un peu chez ces patients. Deuxièmement, l'opération est sûre. Ce qui veut dire que la vieille idée de futilité, eh bien, on peut officiellement l'oublier. Et le plus important, c'est que ça donne enfin
une vraie option, une solution pleine d'espoir pour un groupe de personnes qui, jusqu'ici, étaient un peu dans une impasse. Et tout ça, bien sûr, ça ouvre une nouvelle question pour l'avenir. Ok, maintenant on sait que réparer la valve, ça marche. Mais quelle est la prochaine étape? Comment va-t-on faire pour encore mieux soigner ces patients, au-delà de la valve? C'est un tout nouveau chapitre de la cardiologie qui commence à s'écrire. Merci de votre attention et à très bientôt.